Bonjour, Michel Lusseau, géographe à l'Université de Lyon et je dirige l'école urbaine de Lyon. Alors, évidemment, il y a une sorte d'effet d'optique, c'est-à-dire on est souvent tenté de mettre de l'homogénéité dans ce mouvement d'urbanisme non permanent ou d'occupation non permanente, on est tenté d'y mettre une forme d'homogénéité et cette homogénéité n'existe pas. Puisque ce mouvement s'inscrit aussi dans des traditions de très longue durée, par exemple la tradition du squat, qui est une tradition extrêmement ancienne, qui a ses propres codes, ses propres motivations, ou la tradition de l'occupation de la friche culturelle, qui est aussi extrêmement ancienne, ou dans les pays d'Amérique du Nord, la tradition du développement communautaire, où les citoyens, depuis des décennies, en particulier dans les quartiers pauvres, ont l'habitude de s'impliquer. Donc n'essayons pas de mettre trop d'homogénéité, mais néanmoins essayons de trouver des formes de régularité. Les formes de régularité, c'est la non-permanence. C'est aussi le fait qu'en général, beaucoup de ces mouvements partent d'une mobilisation d'acteurs non institutionnels. Pas forcément d'ailleurs des habitants, au sens de personnes qui résident dans l'espace qui est occupé, pas nécessairement des riverains. Tout le monde habite peu ou prou le monde, mais pas nécessairement des riverains. Ça peut être des activistes, des ONG, des structures culturelles, des individus agissant ès-qualité et s'appropriant un espace pour porter un projet. Mais là aussi, une régularité qu'on retrouve, c'est l'importance initialement du non-institutionnel. L'institution, lorsqu'elle apparaît, et ça n'est pas toujours le cas, ne demandez pas à des squatteurs de voir apparaître une institution. L'institution, lorsqu'elle apparaît, elle arrive souvent, j'allais dire, en contrepoint. Même si aujourd'hui, on constate qu'un certain nombre de ces processus d'occupation non permanente sont diligentés par des institutions. C'est ce qui fait dire à certains que nous sommes dans un moment où il y a une sorte de métabolisation, de récupération par l'institution d'une forme d'action, de mobilisation urbaine qui paraissait au départ plutôt non institutionnelle. On peut dire qu'au début, ces occupations temporaires, ces investissements de friches, ces investissements de lieux alternatifs avaient beaucoup à voir avec ce que l'on constate dans les pays des Suds autour de l'informalité. Beaucoup à voir avec des économies de la débrouille, de la mobilisation de ressources extrêmement minimes, où chacun vient apporter le peu qu'il a pour créer un petit pot collectif qui permet de tracer quelques perspectives. Et puis, le succès aidant, l'accompagnement par certaines institutions aidantes, l'accompagnement par certains opérateurs privés aidants, en particulier des promoteurs qui trouvent que c'est un moyen astucieux de faire en sorte que pendant 2 ou 3 ans de latence de conception d'un projet, un espace industriel, plutôt que d'être gardiennier, soit occupé, maintenu par des occupants temporaires. On s'est aperçu que de nouveaux acteurs, de nouveaux entrepreneurs apparaissaient et que ces nouveaux entrepreneurs, eh bien, ils mettaient en avant des expertises, des compétences, et ils cherchaient des modèles économiques, et parfois ils les trouvent, ils les inventent, ou ils vont les solliciter, ou ils les combinent à partir de modèles économiques existants. Nous sommes à ce moment-là où on voit, je crois, la multiplication des cas de figure. Alors oui, même s'il y a des exceptions, nous avons aussi des opérations de ce type qui se développent dans des territoires d'enjeux très lourds, au cœur des mécaniques, par exemple, de spéculation immobilière, comme à Paris ou dans les grandes métropoles, où souvent ces territoires sont plutôt des territoires qui sont offerts à l'impermanence par des acteurs privés qui ont besoin de temps pour mettre en place des projets immobiliers très standards et très classiques, d'ailleurs avec un décalage entre le caractère très standard et très stéréotypé de la production finale et l'inventivité et la créativité du moment temporaire. Dans d'autres cas, on voit que des occupations de ce genre, des investissements de lieux, je préfère dire investissements de lieux qu'occupations de ce genre, vont plutôt être nombreuses dans des périphéries, pas toujours, mais des délaissés, des espaces relativement en marge, mais qui peuvent être des espaces de friche assez centraux, mais dans des circonstances urbaines ou des configurations urbaines près de voies ferrées, près de grandes entreprises, près de grandes emprises de transport qui font que ces espaces ne sont pas forcément reconvertis
par le jeu de la promotion immobilière standard en opération neuve. Donc nous avons incontestablement l'importance là de ces espaces plutôt délaissés. Et de ce fait même, certains auteurs estiment que ces investissements temporaires de lieux, fondés sur la mobilisation d'acteurs non institutionnels, peuvent représenter une manière de proposer des développements à des espaces de marge. Et on voit apparaître de plus en plus ce style d'expérience collective dans des espaces de périphérie métropolitaine, voire des espaces qu'on qualifierait spontanément de ruraux, ou en tout cas de périurbains très peu denses. Ce qui fait dire à certains que si l'on veut retrouver la pureté des origines, en quelque sorte, de ce type de mouvement, il faut plutôt aller l'observer du côté des périphéries, plutôt que d'aller l'observer du côté du centre de Lyon, du centre de Paris, du centre de Londres, où là, finalement, on a petit à petit une récupération de cela par la machine traditionnelle de production de l'urbain standard.